Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Depuis les attentats de Paris, la France et l'Europe semblent être passées à un autre stade de compréhension d'elles-mêmes et, par ricochet, du monde. Nous ne sommes plus rendus à la fin de l'histoire, mais à la fin de l'histoire, pour tordre quelque peu l'expression du penseur Francis Fukuyama. Autrement dit, le conflit est revenu au cœur d'une réalité qu'on a voulu trop rose sans doute, et qui sait si cette réalité va nous rattraper ici sur notre continent nord-américain, on le verra. En tout cas, réflexion avec Mathieu Bocoté qui revient d'un séjour à Paris et qui nous décrit cette évolution ou cette révolution. Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes allé en France après les attentats, vous étiez pas là pendant? Non, je suis arrivé le mercredi qui suivait, d'accord. Le 18. À chaud, c'était lunaire, les gens étaient hagards? Je donne mon impression qui n'est évidemment pas celle des Parisiens, c'est-à-dire les Parisiens me disaient, au bout de 2-3 jours, la vie a recommencé à vivre. La ville a recommencé à vivre. Cela dit, il est temps, je suis arrivé le mercredi, il y avait encore, je crois, un parfum funèbre dans les rues, ce qui est normal, la ville était abattue, sans mauvais jeu de mots. Il y avait un sentiment de, je crois, à tout le moins, c'était mon impression, que la ville était une espèce de sentiment lugubre. Et au fur et à mesure, au rythme où les jours passaient, eh bien, la vie reprenait ses droits, et chaque fois que je posais à peu près la même question à chacun de mes interlocuteurs, est-ce que vous avez peur? Ils me disaient tous, il faut apprendre à vivre à l'israélienne d'une certaine manière. Nous savons désormais que de tels attentats ne sont plus exceptionnels. Nous savons qu'il y en aura d'autres, et à partir de là, il faut tout simplement intégrer cela dans notre compréhension du monde. C'est pas si simple que ça, soit dit en passant, c'est pas facile du tout. On dissertait beaucoup ces dernières années sur le retour du tragique, avec raison, oui. Mais c'était plus facile d'en disserter derrière son clavier qu'en faire l'expérience par le meurtre de masse. Je crois que les Français font cette expérience. À tout le moins, ça fait éclater ce qu'on appelle une certaine pensée bisounours, qui consistait à croire que il suffirait d'un peu plus de bonté, de générosité et d'élan du cœur pour pacifier le monde. Je vois une critique implicite de l'idéologie de Trudeau, de Justin Trudeau. J'ai l'impression d'entendre quelque chose en filigrane. Lui, le soir des attentats, il était en dessous de tout. Ensuite, il s'est adapté, mais les mots utilisés étaient d'une faiblesse inquiétante. C'était affreux. On aurait dit qu'il n'avait pas saisi la nature de ce qui était probablement le cas. Alors qu'inversement, un homme pour qui je n'ai pas une admiration infinie, Philippe Couillard, avait les bons mots. Mais il y avait quelque chose d'étrange à voir Philippe Couillard, premier ministre de la province, avoir un ton martial et guerrier, et voir inversement Justin Trudeau à la tête donc du pays et de l'armée, et ainsi de suite, avoir un ton de Big Mother. Curieusement, François Hollande, président des Français, avait un côté plus Trudeau avant les attentats, et depuis, il s'est couillardisé, si j'ose dire. D'abord, sa popularité en France a grimpé en flèche. On dirait que ces événements l'ont révélé. En fait, je crois que ces événements activent le réflexe légitimiste des Français en particulier, et on pourrait dire plus largement des sociétés occidentales en général. Quand un pays est attaqué, il est normal que la population se tourne vers ses institutions et se rallie autour des symboles qui incarnent d'une manière ou d'une autre le pays. François Hollande, par ailleurs, a réagi de plusieurs manières depuis les attentats. Au tout début, vous noterez qu'il peinait à nommer l'islamisme. Il peinait à nommer l'islamisme. Il parlait du terrorisme, et là, la réalité exige d'être nommé, et on a vu François Hollande finalement nommer l'islamisme. Donc là, on l'a vu se transformer en président de guerre. Je note toutefois quelque chose qui m'a renversé. Après son discours, est-ce que c'était aux Invalides? Oui, je crois que c'était aux Invalides. Donc, pour la commémoration? Oui, alors un discours tout à fait martial et touchant par ailleurs, la Marseillaise, et ensuite la chanson qui joue Quand on n'a que l'amour. Et là, je trouvais qu'il y avait quelque chose, comme s'il y avait une espèce de retour, finalement. On retombait dans le Trudeau. Oui, de ce retour dans la pensée rose, c'est-à-dire quand on n'a que l'amour, alors qu'il aurait quand même fallu répondre que la France n'a pas que l'amour. La France a le porte-avions Charles de Gaulle, elle a des Rafales, elle a des soldats, elle a des forces de sécurité, et ce n'est pas qu'avec l'amour qu'on répond à l'ennemi, c'est aussi avec ses propres armes. Ah, vous n'êtes pas assez chrétien, Mathieu, on va y travailler un peu plus. Oh, d'accord, dans les circonstances, je le dis, je crois qu'on a davantage besoin de gardiens de la cité que de chrétiens sacrificiels. Mathieu Bocoté, il y a eu autour de tout ça des attentats à Beyrouth, il y en a eu, Boko Haram a fait ses gentillesses également au Nigeria, il y en a eu à Tunis. Et pourtant, il n'y a pas la même réaction mondiale, ou du moins occidentale, que les attentats qui a été suscités à Paris. Est-ce que vous lisez là, comment vous dire,
la France qui décline tout le temps, la France que l'on dit perdante, qui dégringole, qui est en décadence, jouit quand même d'un capital symbolique. Et quand je dis symbolique, ça veut pas dire négligent. De symboles extrêmement forts encore. Tout le monde s'est mis à chanter la Marseillaise. Beaucoup de monuments dans le monde ont été tricolordisés, si j'ose dire. Est-ce que vous lisez ça comme la France n'a pas encore dit son dernier mot dans le monde? Je dis que la France n'est pas n'importe quel pays. Alors, évidemment, toutes les vies humaines se valent. Et chaque mort est tragique, sans aucun doute. Mais qu'on le veuille ou non, dans l'imaginaire des nations, et j'aimerais dire dans l'imaginaire de l'humanité, la France n'est pas un pays parmi d'autres. Exact. Ça demeure, et plus encore pour nous, Québécois, doit-on le dire. Moi, j'ai noté quelque chose dans les jours qui ont suivi. Ça m'a fait chaud au cœur, bien franchement. Je voyais des Québécois parler de la France en utilisant le vocabulaire un peu vieilli, qui a disparu depuis une vingtaine d'années. On disait notre mère patrie. On disait le pays de nos ancêtres. On parlait de nos racines françaises. Et moi, ça m'amenait à dire, la France, pour nous, n'est pas qu'un pays ami. C'est un pays frère. Alors, nous avons les liens de l'histoire. Hein. Nous avons déjà été français. Est-ce que les Français considèrent les Québécois encore comme des pays, une province ou une société ou un peuple frère? Je dirais lorsqu'ils nous considèrent. Je crois qu'il y a un rapport. Exactement. Je crois que ceux d'entre eux qui s'intéressent à nous le font avec une véritable affection. Non, je crois qu'il y a ceux d'entre eux qui s'y intéressent. C'est pas le cas de tous, mais ça, c'est normal. Cela dit, je reviens sur plus largement votre question. On a critiqué beaucoup le fait que les attentats de Paris ont plus de relief d'écho, en fait pas de relief d'écho véritablement dans le discours médiatique. Occidentalement centré, les Africains ne comptent pas, etc. C'est-à-dire, est-il permis, dans le cas des Québécois, du moins, d'avoir une tendresse particulière pour la France? Oui, mais on critiquait pas que les Québécois, on critiquait le monde entier. Oui, mais au Québec, on a vu ça. Et ensuite, est-il permis d'avoir une tendresse particulière pour un pays? Non pas, encore une fois, je le dis pour chacun des morts, mais la France, c'est autre chose. C'est une des grandes incarnations, on pourrait dire, de la civilisation occidentale. Elle joue un rôle dans l'imaginaire de chacun d'une manière ou de l'autre. Et je crois, de ce point de vue, que la France, de ce point de vue, nous a rappelé l'importance qu'elle a dans le cœur de tous les hommes. Je veux bien, mais je mets dans la peau, mettons, d'un chrétien d'Orient. Ils en ont bavé, en plus. Ils continuent à en baver. Et 130 morts en France, ou 131 maintenant, compte plus, on dirait, comme dans la réaction internationale, que ces milliers, et c'est des chrétiens d'Orient qui ont été poussés à l'exil, massacrés, etc. Je comprends, et j'ai écrit plusieurs fois des papiers sur les chrétiens d'Orient avec tout de l'horreur que peut m'inspirer leur situation, mais voyez un peu ce qui s'est passé à Paris. Il y avait une capacité d'identification beaucoup plus grande et au-delà du Québec. C'est-à-dire, voilà, on ne s'en est pas pris à des institutions. Non. On ne s'en est pas pris ni littéraire, ni culturel, ni médiatique, ni politique. Jeunesse. Plus encore, on s'en est pris au commun des mortels. Je crois que chaque occidental a compris à ce moment-là qu'il vivait désormais avec une cible collée au front et une autre collée au cœur. C'est le génie de cet attentat que ne visant pas une cible en particulier, il fait comprendre à tous qu'ils sont la cible désormais. Et l'effet est très, très réel, hein. C'est-à-dire, faut bien comprendre, la peur se diffuse inévitablement dans la conscience de chacun. Ensuite, il faut la vaincre, il faut la surmonter, tout cela est vrai. Mais l'État islamique a été capable, pas l'État islamique, mais au-delà de ça, même je dirais, les assassins, les islamistes, dans ce cas-là, ont été capables de semer la peur dans la conscience de chacun, et il n'était plus possible, mais encore là, il n'était plus possible de dire, comme on l'a entendu à Charlie Hebdo, mais l'ont-ils cherché d'une certaine manière? Notez toutefois qu'on a entendu dans plusieurs médias l'argument habituel qui disait, évidemment, chacun d'entre eux est innocent, mais leur pays est coupable, il est à l'origine du mauvais sort qu'ils subissent. Mais je note une chose, cela dit très belle, chez les Français eux-mêmes, ce repli naturel dans le bon sens du terme sur le drapeau français et la Marseillaise. Et sur le Front National, sans doute, dans les prochaines régionales. Mais ça, c'est autre chose. Je distinguerai les deux. C'est-à-dire, dans le cas... le Front National semble monopoliser le drapeau de plus en plus. Justement, ce n'était plus le cas. Pendant longtemps, la droite, la gauche a concédé au Front National, ou à la droite plus largement, le drapeau. Et là, elle le revendiquait pour elle-même. Donc, c'est comme si, fondamentalement,
dans une situation de crise, le drapeau rappelle une appartenance vitale et même sacrée. C'est toujours comme ça, dès qu'on perd quelque chose, même les Québécois, dès qu'ils sont insultés au Canada anglais par un Don Cherry, je sais pas trop qui, l'union sacrée se fait, elle dure une semaine, puis après c'est mais faut bien se rappeler, cela dit, le mauvais sort fait à la Marseillaise et au tricolore à gauche. Cela dit, je note que pendant des années, c'est ce que disait Guillaume Perrault dans le Figaro, grand reporter au Figaro, un éditorialiste absolument remarquable, qui disait la droite, pas l'extrême droite, la droite n'a pas attendu la permission de la gauche pour aimer le drapeau et le brandir. Il y a un homme de droite qui vient d'écrire un bouquin que j'ai sur mon bureau, je l'ai reçu ce matin, c'est Philippe de Villiers, vous devez le connaître. Le moment est venu de dire ce que j'ai vu, et c'est paru chez Albin Michel, voilà ce qu'il dit. Le désastre ne peut plus être maquillé. Partout monte chez les Français le sentiment de dépossession. Nous sommes entrés dans le temps où l'imposture n'a plus ni ressources ni réserve. La classe politique va connaître le chaos. Il n'y a plus ni précaution à prendre, ni personne à ménager. Il faut que les Français sachent, etc. L'heure de vérité est arrivée pour les élites françaises? Le livre dont vous parlez, je l'ai lu. C'est un livre, c'est un livre de grande qualité. Et ce qui est intéressant dans ce livre, 300 pages à peu près. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que De Villiers était une personnalité au cœur du système politique français, je dirais, au cœur de la vie publique, mais qui était toujours, donc, quand je veux dire au cœur, parmi les figures légitimes. Donc, il n'était pas dans les marges, mais c'était une figure d'opposition toute sa vie. Sauf de 86 à 88, dans 86-87, je crois, quand il était secrétaire d'État à la culture. Donc, De Villiers, voilà un homme qui était dans le système et qui a senti, d'une certaine manière, la trahison des élites. Je pense pas que c'est un terme exagéré dans les circonstances, du moins si on lit son livre correctement. Une troisième trahison d'éclair? Pour reprendre la formule. Et De Villiers dit, fondamentalement, c'est que le rapport carencé au réel nous amène à avoir des politiques suicidaires. Il faut être capable, et là il s'intéresse par exemple à la crise spirituelle de la France, à sa crise politique, à la disparition de tout sacré, à la disparition de toute transcendance. Ensuite, on peut aimer ce livre ou non, on peut le critiquer, on peut l'apprécier, tout ça, mais je dirais que c'est un livre assez important. D'ailleurs, c'était le succès éditorial de l'automne à Paris, soit dit en passant. Ah oui? Oui, ça a surpris tout le monde. D'ailleurs, plusieurs se sont mis à spéculer sur son retour politique à cause de ça. Il y a beaucoup de gens qui le demandent. Oui. Entre les Républicains et le Front National. Il y a un espace politique disponible entre les deux, très certainement, mais est-ce un espace significatif ou un espace, est-ce que c'est un espace à 12% ou à 4% ou à 6%? Notez que c'était aussi l'objet d'un autre livre qui est paru cet automne, Une élection ordinaire, qui mettait en scène l'élection d'Éric Zemmour en 2017 à la présidence de la République. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans tout ça? C'est que dans ce livre, dans celui de Villiers, tout comme celui de Geoffroy Lejeune sur Éric Zemmour, c'est que tout le monde est conscient, je crois, qu'il y a une carence de l'offre politique en France. D'un côté, un Front national discrédité et marque par ses origines, par toute une série de raisons. De l'autre côté, une droite républicaine qui semble impuissante et toujours en quête de respectabilité du point de vue en demandant à la gauche de la reconnaître vertueuse moralement. Donc, il y a une carence de l'offre politique, une carence du leadership politique. Et ces livres-là témoignent d'un désir, certainement, d'une nouvelle autorité. Un livre qui s'intitule Le moment est venu de dire ce que j'ai vu, de Philippe de Villiers, paru chez Albin Michel, 300 et quelques pages. Vous parliez d'une considération spirituelle, aussi crise spirituelle française. On a l'impression que devant l'hydre islamiste, il y a deux camps qui se forment de plus en plus. Il y en a un qui va dire davantage de laïcité, on n'est pas assez laïque, il faut que l'État soit complètement neutre, ou retour ou redécouverte de racines chrétiennes. Et face à l'émergence de cette tentation islamiste qui se répand, le monde occidental, qui a été naguère chrétien, judéo-chrétien si vous voulez, sur quel pied doit-il danser? Je crois que vous connaissez mon affection pour une formule qui est souvent utilisée de la manière d'une insulte. Je crois, quant à moi, que nous sommes catho-laïcs. C'est-à-dire qu'il faut tenir ensemble les deux exigences. La laïcité qui fait partie de l'héritage des sociétés occidentales pour assurer un espace public. Mais dont on a oublié les racines chrétiennes. Bien évidemment, ça c'est une autre chose. Mais la laïcité n'est pas un principe secondaire. Elle est nécessaire pour être capable de constituer un espace public transcendant des appartenances communautaires. Il faut pas avoir un pape sur notre tête qui va gouverner. De l'autre côté, c'est une chose assez importante que cette espèce de nécessaire redécouverte d'un héritage chrétien, qu'on soit croyant ou non,
Parce que cet héritage chrétien, c'est un héritage de civilisation qui féconde intimement l'être de chacune de nos nations. Je note une chose, soit dit en passant. Nous avons voulu oublier notre identité chrétienne, appelons ça comme ça. Mais l'ennemi nous la rappelle. Rappelez-vous le communiqué audio de l'État islamique qui était absolument terrifiant. Et on attaquait Paris pourquoi? En disant ville de débauchés, de dépravés, traduisons liberté et art de vivre, et aussi le pays des croisés. Autrement dit, on rappelait... Ça fait longtemps qu'il parle du mot croisé. Oui, je sais, mais là, c'était direct. Il y avait plus moyen il y avait plus moyen de ne pas l'entendre. Notez que certains ont tout fait pour ne pas l'entendre. Mm-hmm. Donc, je crois que nous sommes, nos sociétés, dans cette nécessité de tenir ensemble ces deux pans de leur identité. D'un côté, l'héritage moderne qui s'exprime politiquement dans la laïcité, et de l'autre côté, cet héritage de civilisation qui nous ramène à nos racines catholiques ou chrétiennes. Il n'y a pas un risque, Mathieu Bocoté, je vois que dans le monde musulman, il y a cette tentation, il y a toute cette propagande qatari pour le salafisme et saoudienne pour le wahhabisme. En Israël, vous avez de plus en plus la tentation millénariste, les colons juifs, les ultra-orthodoxes, tout ça qui prennent beaucoup de galons. Il n'y a que le monde occidental, dans les monothéismes en tout cas, qui reste un petit peu mou, sauf les évangéliques. Est-ce que l'islamisme ou le millénarisme juif ne va pas, par ricochet aux réactions, susciter dans le monde anciennement chrétien une résurgence d'un christianisme plus affirmé, en tout cas plus presque théocratique? Non, je ne crois pas, mais pas du tout. Je veux dire, dans nos sociétés, le simple fait de réanimer la légitimité de la préoccupation religieuse, c'est un pari immense. Oui, mais 3-4 attentats plus loin, est-ce que vous pensez pas qu'on va retrouver... Je ne crois pas. On va rechercher notre ADN? Il y a une chose toute simple qu'Alain Finkielkraut aime répéter souvent ces derniers temps, nous ne croyons plus à la vie éternelle ici. Et ce n'est pas un détail. Je crois que dans les circonstances, et ça ne veut pas dire qu'on n'y croira pas un jour, mais pour l'instant, je crois que le christianisme réapparaît, effectivement, mais comme un principe de civilisation, comme un héritage de civilisation, mais je ne crois pas. À force d'être blessé par des attentats, vous pensez pas que la tentation pas de repli, mais de retrouver l'élément fondamental de notre être va ressurgir, mais de façon brutale? Non, je crois pas. Je pense que ça va ressurgir plutôt lentement, peu à peu, si ça ressurgit, mais je ne crois pas à une espèce de retour brutal d'un christianisme refoulé, s'emparant soudainement des consciences. Je n'y crois pas. Pas en une seconde, mais en une génération. J'en serais surpris. Notez, cela dit, il y a en France en ce moment une forme de renaissance, à tout le moins certaines soutiennent, du catholicisme français. Jean Sivilia vient de consacrer un très beau livre à la question, La France catholique, chez Michel Lafon. Certains y croient. Pour l'instant, je vous avouerai, mais je vous surprendrai pas en vous disant ça, que la réflexion doit aussi être politique. Comment solidifier les communautés politiques occidentales devant l'agression. Ça, c'est votre marotte, Mathieu Bocoté. On va essayer de vous changer un petit peu, mais ça brande du temps. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Il faut commencer comme ça. Voilà, c'est la fin de l'émission.